Aujourd'hui, le Togo a fait l'effort. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons à l'ordre du jour d'une cour d'assises le jugement de personnes poursuivies pour piraterie ou brigandage en mer. L'événement est très important. Il est même presque historique chez nous. C'est l'un des premiers procès retentissants que nous allons avoir, au moins dans l'espace géographique de la CEDEAO, sur le jugement de pirates ou de présumés pirates, ou en tout cas ceux qui ont commis des actes de brigandage en mer. En tout cas, lié au dossier, au nouveau dossier qu'on n'a jamais connu. Au dossier, c'est relatif, comme je l'ai dit ici, au dossier de piraterie en mer. Notre code, dans le temps, ne contenait pas de disposition sur la piraterie en mer. Avec la résilience de la récurrence des phénomènes, le nouveau code en 2015 a pris position par rapport à cette piraterie et a pris des dispositions qui le répriment. Et ce dossier va passer en première position tout à l'heure. Que c'est la première fois qu'au Togo on met en application effective les dispositions du nouveau code pénal pour la poursuite des infractions liées à la piraterie maritime. D'abord, le Togo dispose aujourd'hui d'un code pénal de 2015 qui est à jour des qualifications de la piraterie, du brigandage et qui est conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette Convention sur le droit de la mer définit la piraterie à l'article 101 et donne les éléments constitutifs de la piraterie. Donc, en ce qui concerne le principe de la légalité, l'infraction de piraterie maritime est prévue par le nouveau code pénal. Alors, vous savez que le Togo s'est doté d'un nouveau code pénal le 24 novembre 2015. Et le 11 octobre 2016, ce code a connu une modification très importante. Et l'une des modifications survenues est justement la consécration de l'infraction de piraterie maritime à l'article 1068 de ce nouveau code. Donc ce code définit l'infraction, ses éléments constitutifs et prévu des peines. Ces peines peuvent aller de 5 jusqu'à 30 ans de réclusion. Donc nous sommes en matière criminelle, en matière de piraterie maritime. Donc le procès qui va se dérouler aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, va avoir un véritable enjeu juridique. Jusqu'à présent, comme la plupart des États dans la zone n'avaient pas encore transposé dans leur ordre national et pris des peines, des sanctions et des peines là-dessus, certains pirates considéraient qu'ils étaient dans une zone de non-droit. Aujourd'hui, le Togo donne un signal fort. En matière de piraterie maritime, l'article 1068, dans son dernier paragraphe, consacre en la matière la compétence universelle qui donne donc pouvoir aux juridictions togolaises de connaître de l'infraction de piraterie maritime, quel que soit l'océan sur lequel cela a eu lieu. Quand vous reprenez, plus vous vous éloignez de la terre, plus vous mettez en jeu les intérêts de plusieurs États, puisque vous allez vers la liberté des mers. Et plus vous vous rapprochez de la terre, plus vous êtes dans les intérêts de l'État dans les eaux desquelles vous avez commis l'infraction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont arrêtées, qui vont être jugées, la qualification juridique donne une importance parce que plus vous vous éloignez de la terre, plus le Togo ne défend pas seulement un intérêt togolais, il défend l'intérêt de la communauté internationale. Parce qu'on va vers l'espace de liberté. Et donc, une infraction commise au Bénin, où les pirates sont arrêtés au Togo, ce n'est pas le Togo qui est victime, mais le Togo sera compétent pour juger en préservant les intérêts du Bénin. Et donc, ça rassure aussi les pays voisins et ça rassure les armateurs, les équipages, tous les gens de mer, que quel que soit l'endroit dans notre zone, dans nos eaux, je vous ai dit que le golfe de Guinée, c'est 3 millions de kilomètres carrés. Si certains pays n'ont pas la législation nécessaire, si vous vous faites attraper par le Togo a désormais une compétence universelle pour vous juger. Et ça, c'est fondamental. Lorsque l'infraction est prévue et qu'elle est commise, il faut enclencher une enquête et aller vers la poursuite. Effectivement, c'était le 12 mai 2019, aux alentours de 0h50. Le navire Jidonawan, qui était ancré dans la zone de mouillage, a subitement éteint son système d'identification automatique qu'on appelle AIS. Ensuite, il a commencé par faire mouvement sans recevoir l'autorisation du centre de surveillance de la marine, conformément aux procédures que nous avons en vigueur. Donc, les multiples tentatives pour entrer en contact avec lui sont restées vaines.
L'alerte fut immédiatement donnée par le centre de surveillance de la marine et une cellule de crise fut alors mobilisée pour répondre à l'incident. Une vedette rapide puis un patrouilleur furent déployés successivement pour intercepter ce navire suspect. Peu de temps après, l'agence du navire, qui est Adonai Shipping, appela le centre de surveillance de la marine pour signaler la présence des pirates à bord du navire. Au regard des critères de classification que nous l'avons immédiatement classé hostile. Et un deuxième patrouilleur fut mis en alerte avec une équipe de fusiliers marins pour intervenir sur ce navire. Viragi de Nawan séjournait quelque part là, à 4 nautiques du port de Lomé, dans la zone de mouillage, au moment où il a été abordé par les brigands. Ça a commencé là, la poursuite, jusqu'à 25 nautiques ici, où le navire a été pris d'assaut par les fusiliers, et après, escorte jusqu'au port de Lomé et remise aux autorités compétentes pour la suite. Lorsque le bateau est conduit à quai, le handover est effectué aux instances spécialisées dans les investigations approfondies et la pénalisation. Donc pour le cas de Dji Donawan, la fouille de ce navire a permis progressivement d'appréhender 8 pirates. Ils ont été confiés à la brigade maritime de la gendarmerie qui a travaillé en collaboration avec les autres organes judiciaires pour aboutir au procès qui a eu lieu hier. Dans le premier dossier, que nous allons examiner, ils sont 10, malgré un en fuite. Donc nous avons sous la main 9 jugés. Quoique nous pourrons juger le dossier par continuation n'est pas là. Les éléments que nous avions cherchés pour ce dossier nous ont été fournis très bien par la brigade maritime qui d'abord, je rappelle, qui avait déjà fait la procédure pénale et qui a commencé la procédure pénale, j'allais dire, avec le PV qui a été envoyé au procureur de la République qui a ouvert l'information. Il faut dire qu'au cours de l'instruction, chez moi particulièrement, j'ai eu des fois à appeler le CB de la brigade, le commandant de la brigade, pour avoir encore assez d'éléments, si je n'arrivais pas à avoir des éléments qu'il me fallait pour l'instruction. Parce que nous nous attendons que dans ce genre de dossier, il y a les avocats, quand ils savent que sur le fond, ils ne peuvent pas avoir gain de cause, donc il y a la procédure. Donc ils attaquent beaucoup plus sur la procédure. Donc on a pris en compte tous ces éléments-là pour qu'au jour de jugement, c'est-à-dire à l'audience, qu'il n'y ait pas de problème de procédure, que le dossier peut-être soit renvoyé à une autre date parce qu'il y a eu des problèmes de procédure. Nous avons mis toutes les garanties à notre disposition pour que le dossier soit amené à bon bout. Et notre code de procédure, c'est vrai, nous sommes en train de modifier le code de procédure, mais le code de procédure en vigueur aujourd'hui donne également tous les éléments procéduraux qui permettent de conduire un procès sur la piraterie et les faire condamner dans le respect naturellement des droits de la défense et dans le respect d'un procès équitable. Le fait que nous ayons fait un effort grâce aux moyens mis à disposition par l'État pour respecter ce que nous appelons le droit de la défense. En réalité, le code dit qu'en matière criminelle, toute personne soupçonnée a droit à un avocat. À cette assertion, notre loi fondamentale a renforcé en disant que le droit de l'avocat, c'est dès l'interpellation. Alors, cette année, nous avons essayé, tant que ça se peut, de faire en sorte que tout accusé ait un avocat pendant la période de mise en accusation. Ça veut dire quoi? Quand l'information est terminée chez le juge d'instruction, il faut soumettre le dossier à la transmission des pièces au procureur général qui saisit la somme d'accusation pour voir si effectivement les faits sont constitués et pouvoir motiver un renvoi de la personne soupçonnée devant la cour d'assises. Alors, à ce niveau, si une exception de procédure n'est pas soulevée et que la somme d'accusation malgré tout rend un arrêt,
on ne peut pas venir à l'audience et dire écoutez, il y a erreur de procédure. Parce que l'arrêt de mise en accusation purge toutes les erreurs de la procédure. Cette année, nous avons pu inviter les avocats qui sont venus à la chambre d'accusation et qui ont pu faire libérer les gens, notamment se basant sur les erreurs de procédure et l'instruction des preuves. Voilà la seconde innovation importante, ce que nous pensons qu'il faut essayer de pérenniser. Bon, c'est vrai que le dossier s'était bien passé, mais c'est sans oublier les difficultés que nous avions eues dans le déroulement de l'instruction. La principale difficulté est le fait d'avoir un interprète sur place, à disposition. Monsieur, la plupart des accusés parlent anglais. Or, la procédure chez nous, dans notre droit, exige que quand l'accusé ou le prévenu parle anglais, il faut nécessairement qu'il y ait un interprète à ses côtés. Même si le juge comprend ou maîtrise même sa langue, l'anglais, il faut nécessairement qu'il y ait un interprète. Donc, à un moment donné, on avait eu cette difficulté pour avoir un interprète. Heureusement que le NUDC est venu à notre secours. On nous a trouvé un interprète qui a permis que le reste de la procédure soit fait. C'est l'interprète-là qui a suivi le dossier jusqu'à la fin, à l'aboutissement heureux. L'instruction se déroule. Je suis la bouche du juge auprès des prévenus. Je leur explique concrètement ce que le juge dit, en me substituant au juge, bien sûr. Et c'est de la même façon, quand c'est les prévenus qui parlent, qui doivent se défendre ou s'expliquer, je parle également à leur place. Donc, dans un dossier criminel, où les suspects ou les prévenus parlent une langue différente de la langue de travail du pays dans lequel ils sont arrêtés, il faut forcément un interprète pour s'assurer que le prévenu comprenne ce pourquoi il est accusé ou ce pourquoi il est déposé. Et de même, il faudrait que le juge d'instruction ou le magistrat s'assure que le message qu'il est en train de passer, que le prévenu le comprend et que cela ne pourra pas porter atteinte à ses droits fondamentaux, justement. En complément aux services d'interprètes que nous avons fournis pour ces procédures judiciaires, le programme global de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC, grâce au financement de l'Union européenne à travers le projet SWAMES, on a fourni des matériaux techniques qui sont nécessaires pour assurer le bon déroulement du procès à la cour d'assises. Cela comprend par exemple des écrans de télévision qui est un support visuel afin de présenter une gamme de preuves numériques, qui est ainsi un outil pour le public qui souhaite assister au procès criminel, soit dans la salle ou à l'extérieur de la salle d'audience. De plus, nous accompagnons les magistrats dans leur combat contre la piraterie en partageant les meilleures pratiques pour renforcer le traitement des affaires de piraterie, ainsi que l'élaboration des stratégies de poursuite basées sur la jurisprudence du monde entier. Aujourd'hui, même le juge togolais qui aborde ce sujet pour la première fois n'est pas en zone vierge. Il y a des exemples comparatifs et il va pouvoir s'inspirer de cela pour développer ensuite les tests togolais. Nous avons ce qu'on appelle le code de conduite de Yaoundé. Le code de conduite a également travaillé sur des exemples comparatifs de jurisprudence avec l'ONUDC. L'ONUDC étant l'Agence des Nations Unies sur le crime et la drogue, ont développé une série de jurisprudences, donc des éléments des arrêts qui ont été rendus dans des cas de piraterie dans d'autres pays et qui sont mis à la disposition de nos États. Et le Togo va pouvoir s'inspirer et construire sa propre jurisprudence sur la question. Donc c'est vraiment intéressant l'exercice qui se passe aujourd'hui parce que nous créons un vrai droit de la piraterie en droit interne togolais, mais qui va avoir une incidence sur l'espace CEDEAO. Donc d'une certaine manière, la politique qui va être menée par, encore une fois, la cour d'assises togolaise sur le traitement de ces cas va être important sur le signal que nous donnons aux pirates sur la sévérité ou non des juridictions togolaises en matière de piraterie. Or, c'est une infraction internationale qui impacte les intérêts de plusieurs pays et pas seulement les intérêts du Togo. Aujourd'hui, vous verrez qu'à part le Togo, tous les autres pays vont être branchés sur le Togo pour voir comment ce procès va se dérouler. Donc, il y a un intérêt sous-régional et international à cela. À présent, la Cour donne lecture de son arrêt. Vu l'arrêt numéro 92 par 21 en date du 26 juin 2021 de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé,
portant mise en accusation des 6 nommés, tous accusés des faits de piraterie, de violence volontaire et groupement de malfaiteurs. L'accusé est-il coupable des faits de piraterie et autres qui lui sont reprochés? La réponse est oui, à l'unanimité. Existe en la cause les circonstances atténuantes en sa faveur? La réponse est non. En conséquence, condamne à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction de séjour sur le territoire togolais, 12 ans de réclusion criminelle à chacun des autres accusés, et à 5 ans d'interdiction de droits civils pour les nationaux et 5 ans d'interdiction de séjour sur le territoire national pour les autres accusés. Condamne à 20 ans de réclusion, ensuite confirme le mandat d'arrêt décerné contre lui, reçoit l'État togolais à sa constitution de partie civile, condamne ensuite à 50 millions de francs CFA chacun et dommages d'intérêt, et à 25 millions à chacun des autres accusés. Avise les accusés qu'ils disposent de 8 jours pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. C'est le premier jugement que nous avons eu à faire concernant les pirates de mer. C'est un signal très fort à l'endroit, n'est-ce pas, des autres pirates et aussi de la sous-région, qui ne peuvent pas venir impunément monter sur des navires, soit voler, soit prendre des otages, et que c'est un signal pour qu'ils ne seront pas impunis. C'est très important de passer ce message parce que ça va aussi donner le courage aux autres pays d'harmoniser leur législation et de pouvoir passer à des phases de jugement. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sûrs. Vous savez, notre système est basé sur 3 piliers. Il y a la surveillance permanente. Il y a la transposition des conventions internationales et il y a l'application. Nous complétons aujourd'hui par le 3e qui est l'application des conventions internationales. Et donc ce procès est très intéressant parce que d'un point de vue du Togo d'abord, ça rappelle que les actions qui sont menées par le gouvernement togolais, par les autorités togolaises, sont des actions qui sont efficaces. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre logique. Vous vous rappelez qu'en 2016, nous avions abrité ici le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. Et nous n'avons donc pas abandonné, si vous voulez, cette vision sur la sécurisation des eaux maritimes dans l'espace géographique. Et le Togo continue donc à le mettre en œuvre et il me semble que c'est un signal très important que nous donnons non seulement pour la sécurisation des eaux togolaises, mais à toute la communauté internationale qui peut faire confiance aux autorités togolaises pour accomplir, même à leur place éventuellement, la justice lorsque leurs navires seront attaqués, quel que soit l'endroit où ils seront attaqués. En tout cas, le Togo a aujourd'hui les compétences nécessaires pour pouvoir procéder au jugement de ces infractions. Mais encore, l'ONUDC étant un des partenaires avec lesquels le Togo travaille sur cette question, naturellement, leur expertise accompagnera, j'en suis déjà rassuré, sur la manière de conduire tout ce processus, de sorte à être sûr que nous le ferons dans les grandes garanties qui sont données par le droit international.